Alors, et contrairement à plusieurs commentateurs, sociologues, historiens, haïtiens ou étrangers d'ailleurs, et qui regardent l'occupation américaine non, à partir de défaillance sociétale, qui comprennent l'occupation américaine non, à partir d'un vide institutionnel ou bien effondrement de l'État haïtien. Moi-même, moi, je voulais situer occupation et dans un cadre transnational, dans un cadre économique transnational qui lui-même prend racine dans un contexte global, colonialiste et impérialiste. Qui donc pour moi-même, vide institutionnel interne ou bien tension civile, c'est des simples prétextes conjoncturels qui pourraient servir à un projet global de domination. Donc, occupation américaine qui commençait dans les 1915 en Haïti, c'est prolongement en longue praxis de domination, donc par le biais de protection oppressive des intérêts commerciaux et des formes d'occupation et d'intervention militaire. Dans ce sens, ça. Et occupation, pas différent avec projet impérialiste et colonialiste, puissance occidentale, qui déjà commencé à entreprendre, et qui chita son dynamic of difference. Et ça veut dire qu'il y est à une dynamique d'imposition aussi. Parce que si je définis l'autre là comme différent, ça prend une bonne possibilité pour imposer les propres standards normatifs moins, donc propres valeurs normatives moins. Ça, c'est un aspect intéressant. Pour qui ça? Parce que lié de nous comprendre et que pratique internationale entre États importateurs de capitaux avec pratique pays importateurs de capitaux et nous-mêmes comme notre territoire, c'est des pratiques différentes. Donc, entre eux-mêmes, gain en diplomatie de réciprocité, des cas dit en diplomatie qui est fondée sur réciprocité, alors que lorsqu'il s'agit de rapports commerciaux entre pays occidentaux et nous-mêmes, au senti, c'est la diplomatie de la canonnière, donc c'est le canon qui est la règle. Et occupation américaine, non, il pourrait imposer le recours à la force armée, tant qu'un standard de protection des investissements étrangers, donc tant qu'un principe du droit international existant. Et mécanisme gros bâton, il pourrait déboucher sur une surprotection de l'investisseur étranger, pas besoin de tribunal pour défendre nous, parce que ou bien ZAM, et plusieurs territoires latino-américains, caribéens, asiatiques, africains, pourraient subir cette diplomatie du canon, cette diplomatie de la canonia que pour porter nom gunboat diplomatie. Donc dans ce sens ça, nous avons dit occupation américaine, c'est prolongement en tendance expansionniste, impérialiste et néocolonialiste. Mais ça pour nous qui pour c'est que occupation en Haïti l'inscrit dans large contexte d'émergence du droit international des investissements qui les mêmes marchés à ensemble stratégie tant qu'intervention militaire, annexion coloniale de territoire, etc. Donc, qui sont ensemble de méthodes pour assurer l'expansion commerciale là, qui sortit depuis le 18e siècle, passé 19e pour arriver dans le mi-temps 20e siècle. Dans l'approche occupant américain, il y a un aspect culturel nous pas de négliger. Et d'ailleurs, aspect ça, c'est prolongement et toute politique expansionniste commerciale là. Et parce qu'en général, pays exploitateurs de capitaux, ils ont arrivé à construire tête tant que des nations civilisées. Pendant à définir l'autre là qui est en face, tant que des barbares ou des primitifs. Donc, expansion commerciale là, investissement, et n'est pas possible sans cette idée implicite de racisme. Et d'ailleurs, droit international à l'époque là, puisque les chiitas sont en dynamique de la différence aussi, il reproduit cette logique, cette pensée raciste. Occupation américaine, non, par exemple, il peut prolonger l'idée que le nègre haïtien vaudouisant, c'est un démon, c'est un anti-progressiste, c'est un anti-développementiste, donc c'est un nègre primitif. En réalité, nous avons dit occupation américaine, non, les vaudouicides et donc les inscrits en faux contre le projet d'émancipation du noir. En gros, et occupation américaine pourrait jouer un rôle crucial dans définir ensemble territoire caribéen, latino, tant que des quasi-colonies de puissance occidentale, d'entreprises ou même d'individus. Et ça, tant que nous prenons le gain pour nous, l'épita, ça peut le déboucher sur un sentiment de réticence, sur un sentiment d'hostilité, et même sous ça me décapable un épistémè de la résistance. Mais pour qu'on y a, et l'autre question qui paraît importante, c'est question boulette canon.
l'idée que l'occupation américaine dans l'année 1915, dans les faits, dans le contexte, que commentateur bah hypothèse non et gunboat diplomatie et nous t'ai dit en créole on diplomatie boulette canon. Ça veut dire qui ça si nous était sous l'idée transnationale raciste là, n'a dit nation civilisée yo pas ka yo d'ailleurs yo pas accepté dans aucune diplomatie avec l'autre nation tant que nous. Ça veut dire si dialogue pas possible, c'est âmes qui parler en tout cas pour époque là. Dans souci pour protéger intérêt investisseurs étrangers pour protéger intérêt commercial action militaire donc l'occupation militaire aussi, tourner en principe universel. Ou bien, si vous voulez, en principe, bon, universel, c'est pas le mot, mais en principe essentiel pour droit international, pays puissant. Donc, cette diplomatie de la canonnière, c'est diplomatie boulette canon, c'est tellement important pour l'époque là, que, d'un point de vue droit international, là, pas qu'à empêcher, pas qu'à passer le lit. D'ailleurs, ce n'est pas ton pratique qui était contraire au droit international. Au point, je plusieurs théoriciens du droit international, de tout le début du XXe siècle, et même avant, dans fin 19e siècle, là, qui pourraient reproduire et l'idée ça. Et donc, qui pourraient légitimer toute intervention militaire, toute intervention armée qui fait sur l'autre territoire, qui, entre guillemets, pas maîtriser principe société civilisée. Et d'ailleurs, avant Américains ont été débarqués en Haïti, il y a un juriste argentin qui est les Calvo, qui racontait comment Grande-Bretagne, par exemple, a fait une grosse intervention militaire en Haïti, notamment dans Ville au Cap, dans la fin 19e siècle là, et parce que tu as gagné quelques intérêts capital anglais qui étaient en jeu. Donc, Anglais ont fait intervention et ils mettaient 10 faits dans Ville au Cap, ils mettaient toute Ville au Cap ensemble. Et sorti 1820 pour arriver 1915, Anglais ont fait plusieurs autres gros interventions armées dans la région latino-américaine et pour réclamer réparation pour préjudice que ressortissants subis et ressortissants qui sont eux-mêmes des opérateurs économiques généralement. Intervention ça c'est tout et pour justifier une conception de la propriété que l'Occident portait. Et malgré la convention de La Haye en 1899, en fait de 1899 à 1907, qui pourrait essayer de promouvoir l'idée pour nous régler de façon pacifique des conflits, des disputes entre États d'accueil avec commerçants étrangers, mais où toujours jouer une pratique représailles qui a continué. Et nous avons cité un peu l'autre exemple, tant que la France qui envahit le Mexique dans l'année 1838 avec 1861, tant que l'Italie, l'Allemagne et Grande-Bretagne qui fait un sel pour envahir et Venezuela et qui mettait un bagot même sur Venezuela, sorti 1902 pour arriver 1903. Nous avons par exemple aussi même l'Italie qui était entamée en action militaire pour exiger la Colombie réparer préjudice et que l'était causé à ressortissants italiens. Donc en gros, logique occupation américaine, l'inscrit dans la démarche expansionniste qui te mettait gros pointe avant toute bagaille. Et intervention militaire américaine, non, elle n'est pas faite seulement en Haïti. D'ailleurs, elle est faite en Nicaragua en 1911, bien avant Haïti, en 1905 et contre République dominicaine et ensuite en 1916. Mais en Haïti, c'est en 1915. Donc, logique qui menait ensemble intervention armée c'est une logique de protection des intérêts commerciaux que nous méritons de rappeler à chaque fois. Mais il faut que nous rappelions tout. Dans l'époque ça, Haïti c'était un terrain propice pour capital étranger. Et d'ailleurs, capital étranger n'a pas de suspens augmenté dans le début du XXe siècle là, même si c'est vrai, tant qu'il y a un plus grand juriste américain de droit international, et dans l'époque là, qui d'ailleurs c'est président Société américaine de droit international qui portait en route, il dit que en Haïti, d'ailleurs il dit République noire, il sentit avant qu'il y ait un sentiment d'hostilité vis-à-vis de investisseurs étrangers et pour ça pas déboucher sur protection du commerce transnational et donc intervention américaine en Haïti il y a une possibilité pour mettre en avant le capital étranger américain. Donc dans souterrain haïtien il y a une concurrence entre capital anglais, capital allemand et capital américain, et peu à peu, le capital américain, en fait, il allait prendre le dessus. Et occupation haïtienne, dans le contexte ça, c'est l'occasion ultime d'assurer la prépondérance américaine.
et non seulement espace on l'année, ça veut dire entre 1908 à 1909, moi quoi, il y a plusieurs grandes entreprises américaines qui sont installées, et Tropical Dyewood, American Dyewood et Railwood, etc. Et qui dans divers secteurs, dans compagnie charbonnière, gain qui dans le secteur minier, dans la tibonite, gain qui dans l'exploitation mine de fer, dans le cuivre, etc. Mais en gros, capital financier américain, ça nous voulait montrer, c'est que l'IPRAL même privé prend contrôle en série de secteurs stratégiques, tant que Banque d'Haïti, chemin de fer, figue banane, etc. Et pour nous conclure, et dans ce sens-là, rien dans ça pas possible dans ça nous dit là pas possible si droit international là t'es empêché logique diplomatie canoniale. Ça veut dire qui ça et cette logique de boulet canon li politique boulet canon dans l'époque là c'était un outil pour permettre l'institution de l'occupation américaine et donc pour permettre l'expansion commerciale. Ça, c'est un aspect intéressant, nous pas de négliger, parce que, et au final, nous ne pas concerner que Haïti, cette même logique de diplomatie canonnière, il pourra cristalliser toute politique étrangère américaine dans toute région latino-américaine et même dans des régions qui sont en dehors des États-Unis. Et nous joignons ça dans le discours du président Roosevelt qui appuyait le sous-doctrine Monroe pour montrer que c'est normal et d'ailleurs le droit international pas osé opposer lui avec tendance ça. Mais ça pour nous comprendre c'est que ça peut déboucher sur une résistance aussi. Et cette attitude, cette violence du droit international, cette violence engendrée par la diplomatie de la canonnière, et notamment par l'occupation américaine, l'IPRAL débouché sur ensemble résistance. Dans le niveau Haïti, la Chambre Sénat, la Chambre députée aussi, pour le temps de résistance, mais à chaque fois, pour aller joindre logique force là, qui pourrait le camper en face résistance là. Et d'ailleurs, Haïti, pour contre lui, pas de bataille non, face avec l'Américain dans l'époque là. Et en bas, Georges Sylvain, un série intellectuel, petit bourgeois, pour essayer de fonder une union patriotique, pour goumer face à l'occupation américaine. Mais pendant l'intellectuel, il a fait bataille par eux dans le niveau de la ville, où jeunes paysans tout qui prend des armes pour entamer résistance. Mais moi-même, c'est pas ça qui intéressait. Ça qui plus intéressé comme démarche épistémique de la résistance dans la région, parce que c'est la région en général qui intéressait le plus, c'est que vous pouvez jouer une tendance qui, on était quand même dit, une tendance épistémique qui pourrait essayer de reconfigurer ou soit réorienter le droit international. Et forme résistance ça, il attaquer l'injustice transnationale et dans toute profondeur. Et il y a un premier monde qui incarné, c'est Luis Drago, et juriste, homme d'affaires, en fait, notamment homme politique, ministre des Affaires étrangères dans le pays d'Argentine, qui pour écrire en lettre célèbre, bah, pays puissant. Et au côté, il pourrait dire et il pourrait demander pour question d'aide publique, il ne pas résoudre par l'intervention armée. Il dit même si tu as des problèmes au niveau interne, ce n'est pas l'intervention armée qui peut tourner moyen pour résoudre. Donc ça va tourner fondement doctrine, nous parlons de doctrine Drago dans le niveau international, et nous parlons jouer une cristallisation et doctrine ça en dedans convention La Haye en 1907. Même si c'est vrai dans le même moment, doctrine Roosevelt là, qui c'est corollaire doctrine Monroe, lui toujours permettre recours à la force et l'illégitimer occupation militaire lorsque en tout cas, critères fonctionnels, société civilisée, pas arrivé et respecté en dedans de leur territoire. Mais au-delà du recours à la force, et contexte là tout, ils permettent l'émergence d'une notion tant que juridiction extraterritoriale. Ça veut dire qui ça? Possibilité pour tout litige y régler en dehors de la compétence de la juridiction locale et en dehors de l'application du droit local. Mais ça pour nous comprendre, c'est que région latino-américaine, non, à Caraïbes, là, c'est une région qui est rejetée notion juridiction extraterritoriale là, et qui pourrait le fait que l'État étranger, d'ailleurs c'est ça, juridiction extraterritoriale, là, dit, État étranger, donc État exploitateur capitaux, pour l'appliquer propre norme locale par
et à leurs nationaux qui investissent en territoire d'accueil. Et donc, sous fondement, il faut un pseudo-universalisme, et on dit que ça nous gagne comme norme, donc c'est norme universelle, c'est norme applicable à des pays caribéens, à des territoires latino-américains. Mais donc, dans la région, tant qu'on nous dit, heureusement d'ailleurs, et gagner des juristes qui campaient face à cette notion ça. Et Carlos Calvo, c'est un plus brillant juriste latino-américain et jusqu'à date, et qui c'est principal fondateur épistémologie résistance sur le plan international, et qui pral opposer propre standard face à standard entre guillemets universel ça, pseudo universel ça. Et d'ailleurs Carlos Calvo pral définir un standard national de protection qui chita sous trois piliers. Premièrement, l'égalité de traitement entre étrangers et nationaux. Donc, pas dans quelle raison pour nous dire que un commerçant étranger lui doit bénéficier plus de droits qu'un national. Et deuxièmement, il dit que droit étranger yo doit trouver dans le système local, dans le système juridique local là, d'où l'applicabilité du régime juridique local en temps de litige. Et troisièmement, il pourrait parler de la compétence exclusive de la juridiction nationale au détriment de toute juridiction extraterritoriale. Donc, cette clause Calvo, au niveau régional, il pourrait avoir possibilité pour effacer toute notion d'intervention armée, toute notion de juridiction extraterritoriale et toute possibilité d'occupation militaire, parce que Calvo, c'est une monde qui pourrait réaffirmer le souverainisme dans le niveau caraïbe là et dans tout niveau latino-américain. Donc ça, quelque part, ils ont pensé qui inscrit en résistance par rapport à l'occupation américaine. Et dans la 7e conférence internationale État américain en 1933, c'est-à-dire dans le moment que les Américains ont quitté Haïti, en fait, l'État a défendre clause résistance calvois. Et puis devant, on a joué dans l'Assemblée générale des Nations Unies en 1962, mais on a joué l'idée qui pourrait le dégager à travers un nouvel ordre économique mondial, qui pourrait d'ailleurs supporter le standard national de protection au détriment de standards minimum de traitement que les pays exportateurs de capitaux te mettaient en valeur, te mettaient en avant. Donc ça me voulait nous comprendre de là étant, c'est que, premièrement, occupation américaine non, pas du tout étrangère, avec un large contexte impérialiste et colonialiste, et aussi pas contraire non plus avec l'expansionnisme commercial qui était caractérisé à l'époque là. Au contraire, les jeunes racines là-dedans, si les Américains ne font n'importe quelle autre nation, c'est l'Allemagne ou bien c'est la France. Et non l'autre contexte encore, nous sommes capables de dire que l'occupation américaine li reproduit une pensée implicite de racisme qui caractérise le droit international pendant longtemps, qui fait que nous-mêmes, comme États occidentaux, nous civilisés par rapport à tel autre qui n'est pas civilisé, et ça a orienté, nous sommes capables de dire la substance normative de droit international, et en conséquence, ça va le déboucher sur un ensemble de résistance, heureusement d'ailleurs, et qui jusqu'à présent, on était capable de dire, sévit, qui pourrait servir d'alternative face à que le régime global des investissements étrangers. Et d'ailleurs, tant que moi dit, c'est vrai que pas gagner le recours à la force armée, mais ou une façon qui est plus subtile, plus soft, à travers normes qui mettaient en place pour protéger intérêts transnationaux. C'est ça que fait, et discussion ça en encore important pour nous à l'heure actuelle. Et cette épistémologie de la résistance, elle n'est pas morte dans le sens où, à travers le projet d'Alba, Venezuela avec l'autre pays, mettait en place. En tout cas, ils ont proposé, si vous voulez, ils ont l'autre façon pour garder protection investissement étranger, pour garder protection et commerce international. En gros, c'est l'idée par nous sur l'occupation américaine, non? Et même si nous étions penchés sur l'aspect économique, là, parce que c'est l'aspect qui est généralement plus négligé, nous-mêmes, comme hypothèse qui marquait pour discours, non, c'est qu'au final, ou pas qu'arriver à détacher l'expansionnisme commercial et l'impérialisme avec projet occupation américaine, non? Et d'ailleurs, tant qu'on me dit, occupation américaine, non,
li pas seulement pour Haïti, c'était pour toute région latino-américaine, non? Et bien, il était même une ambition plus globale qui c'est, en tout cas, tant que nous jeunes dans discours de véritables juristes d'ailleurs, qui c'est promouvoir une idée implicite de racisme, comme quoi nous-mêmes comme société occidentale, nous gagnons des avancées considérables par rapport à tel autre qui est même considéré comme primitif, et c'est nous qui pouvons montrer la voie de la modernisation, la voie du développement.